Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour ce numéro un peu spécial puisqu'aujourd'hui je vais principalement laisser la parole à Guigui qui a réalisé pour nous un entretien avec Paco Mtielman. Si on ne parlera de Leftovers dans ce podcast que à la fin de l'été prochain, voire au début de l'automne, Damon Lindelof a aujourd'hui une double actualité avec la sortie de Watchmen sur HBO et avec la sortie de l'essai de Paco Mtielman en collaboration avec Sarah Hatchwell, The Leftovers, le troisième côté du miroir. Et à l'occasion de la sortie et à l'occasion du podcast After Watchmen, que vous pouvez suivre ici même toutes les semaines, Guigui est allé rencontrer Pacôme chez lui à Paris et lui a posé quelques questions pour le podcast. Si cette interview a déjà été publiée dans le numéro d'After Watchmen de cette semaine, on s'est dit que ça serait probablement une bonne idée de la publier séparément pour les gens qui n'écouteraient pas After Watchmen, auquel cas je leur dis écoutez After Watchmen si vous êtes un fan du comic book original ou de Damon Lindelof. C'est d'ailleurs également l'occasion de placer quelques thèmes de The Leftovers par Max Richter et c'est toujours une bonne idée. Et bien écoutez, je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Guigui et à Pacôme et on se retrouve juste après. Merci Manu et bonjour à tous. Inspiré du roman de Tom Perrotta, The Leftovers est la deuxième série de Damon Lindelof après Lost et avant Watchmen. Les trois œuvres partagent donc le même showrunner, Damon Lindelof. Il y a de nombreux points communs entre ces œuvres. Lost suivait le destin de disparus après le crash d'un avion et The Leftovers se consacrait à ceux qui sont restés derrière à la suite d'un événement singulier et inexpliqué, la disparition soudaine le 14 octobre 2011 de 2% de la population humaine. Au sein d'un monde hanté par le doute, le mystère et l'ambiguïté, la série présente des personnages qui pensent parfois avoir compris le sens de leur vie, à tort. Les spectateurs, eux, sont emmenés sur un très grand nombre de fausses pistes alors que l'évidence est sous leurs yeux. The Leftovers mettait en scène non seulement la fin de l'humanité, mais surtout le déni des êtres humains devant l'extinction du vivant, dont ils sont eux-mêmes responsables. Dans notre monde en crise, le livre de Pacôme Mtielman et de Sarah Hatchwell, chez Playlist Society, The Leftovers, le troisième côté du miroir, interroge la capacité de la fiction à résoudre les maux des humains et de les aider dans les combats à venir. Message qui peut aussi s'appliquer à Watchmen. Pour l'occasion, je suis avec Pacôme Mtielman pour parler de Damon Lindelof et de ses œuvres, avec des questions de Manu. Histoire d'avoir un peu de recul sur le scénariste et son travail alors que nous sommes à mi-parcours de la série Watchmen. Alors bonjour Pacôme et merci de nous recevoir chez toi. De rien, merci d'être passé. Avant de rentrer directement dans le sujet, comment s'est passée la collaboration avec Sarah Hatchwell ? Pourquoi avoir réalisé cet essai à quatre mains ? Ça, c'est arrivé dès le début, hein. C'est-à-dire que la condition même d'existence du livre et le fait qu'on ait décidé de le faire à deux. En fait, tout a commencé par une conférence qu'on a donnée à deux, en fait, une conférence ou un dialogue sur The Leftovers lors d'un Sérimania à Paris, lié à la première saison. En fait, ils étaient venus chercher, je ne sais plus si c'était moi ou Sarah qui vous avait demandé de faire une conférence, et de toute façon, on avait la même idée par rapport à ça, c'était que tant qu'une série n'est pas terminée, vouloir commencer à élaborer des théories dessus et un peu, on va dire, déplacé. On peut avoir des hypothèses, mais ça s'arrêtera à des hypothèses. Et donc, donner une conférence pour donner des hypothèses sur une série, mauvaise idée. Mais par contre, The Leftovers était suffisamment passionnant, suffisamment touchant, suffisamment obsédant pour qu'on ait envie de travailler dessus. Donc, on a proposé de faire un dialogue. On a fait un premier dialogue. Et ensuite, on en a fait un deuxième sur la saison 2, et cette fois-ci à Rennes, lors de ces fameux colloques où il y a Lost et maintenant The Leftovers qui sont traités à l'université Rennes 2, les colloques qui sont organisés par Delphine Lemonnier. Et du coup, à chaque fois qu'on travaillait sur The Leftovers, Sarah comme moi, on travaillait en gros ensemble. C'est-à-dire on travaillait chacun, on élaborait chacun nos hypothèses, et puis on se les présentait, et il se trouvait qu'elles étaient très souvent en harmonie l'une avec l'autre. Chacun amenait ses choses, puis à la fin, ça donnait quelque chose de cohérent. Au début, on n'a pas vraiment pensé à faire un livre sur The Leftovers. Je veux dire, après la saison 3, pour plein de raisons différentes, le livre se donnait pas comme une évidence. Et puis, Benjamin Fogel et Elise Lépine de Playlist Society étaient venus me voir et m'avaient proposé de faire un livre pour Playlist Society. Et puis, en discutant avec eux, et puis voyant qu'ils connaissaient et aimaient le travail de Sarah, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresserait? On peut faire un livre sur The Leftovers avec Sarah. Ça on pourrait faire. Et ils étaient d'accord, donc du coup, on y allait. Ce qui est spécifique à ce livre et ce qui est, je pense,
singulier dans ce genre d'opération. Chaque livre écrit à deux est différent. C'est qu'on n'a pas écrit, on a écrit des chapitres individuels, séparés, mais on les a écrits simultanément. C'est-à-dire que c'était une espèce de truc comme un jeu, comment dire, où on aurait les yeux bandés, quoi, l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on a fait chacun notre partie, dans chaque grande partie, chacun nos chapitres, et on se les faisait découvrir en même temps. Et une fois ou deux, il y avait des choses qui étaient redondantes, qu'on a coupées. Mais sinon, ce qui était bien, c'est que c'était complémentaire. Et c'était un pari qu'on avait fait. Est-ce que ça marcherait ou pas de faire ces trucs-là ensemble? Et on l'a fait. Voilà. Alors, ma première question, c'est l'un des grands messages de The Leftovers, c'est d'apprendre à lâcher prise, à accepter de ne pas avoir le contrôle des choses. Et là où, ironiquement, le monde d'aujourd'hui a tendance à vouloir tout contrôler, jusqu'à nous qui écrivons des essais ou lançons des podcasts d'analyse sur des œuvres de pop culture. Est-ce que ça va pas un peu à l'encontre du message finalement? Ah, alors, justement, le lâcher prise ou le let go, qui apparaît d'ailleurs dans Lost, c'est d'ailleurs la plus ancienne des énoncés qui va devenir très important dans The Leftovers, to let go. Parce que dans Lost, ça apparaît assez tôt, ça apparaît dès la première saison par rapport au personnage de Jack. Bah, le truc, c'est que ça a une vieille histoire, hein, cette idée de lâcher prise. En allemand, c'est le Gelassenheit, et c'est chez Maître Eckhart, où c'est central. En fait, c'est quasiment une condition, hein, de la relation à la divinité. L'homme doit lâcher prise. Et puis, on va trouver énormément d'équivalences dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. On trouvera bien des termes qui sont des termes qui rentrent en convergence avec cette idée-là. Et puis ça va jusqu'à la pop musique, parce que le Let It Be des Beatles, c'est un peu la même chose aussi. Donc c'est une idée classique, capitale. Est-ce que interpréter une œuvre, c'est empêcher de lâcher prise? Ça dépend si on interprète pour combler les failles, ou si on interprète en fait pour nous aider à avancer. Parce que lâcher prise, on pourrait dire presque comme c'est un peu comique de dire ça, mais c'est genre lâcher prise, oui, mais pour aller où? Lâcher prise pour quoi faire? Mais même sous le mode de la plaisanterie, c'est une question à poser. C'est-à-dire qu'on lâche prise, mais parce qu'on veut quand même malgré tout changer d'être. C'est pour une métamorphose. C'est parce que à force de vouloir retenir la réalité dans ce qu'elle peut avoir de plus décevante ou de plus évasive, et vouloir tenir les choses, on n'arrive pas à changer. Et on écrit aussi pour changer. Donc si on analyse une série, pas pour la retenir, mais pour l'aider à nous transformer, alors on peut dire qu'on a fait un essai de lâcher prise. Entre le succès d'Audimat de Lost et le succès critique de The Leftovers, qu'est-ce qui fait de Damon Lindelof l'un des créateurs de séries les plus importants de son époque, alors que ses œuvres les plus notables, et même la grande majorité finalement, sont des adaptations ou des commandes? Alors c'est très complexe, hein. Et d'ailleurs c'est très complexe parce que Damon Lindelof pendant très longtemps n'a pas été considéré comme l'auteur de Lost. C'est-à-dire que les fans de Lost avaient bien repéré que les personnes importantes, c'était le tandem Carlton Cuse, Damon Lindelof, et que des deux, celui qui avait l'air d'être le plus poète, fou, visionnaire, angoissé, maladivement obsédé par des histoires de paternité, etc., c'était Lindelof. Mais pour la majeure partie des gens, Lost est la série de Abrams. En général, on disait la série de J.J. Abrams. Ça nous énervait, mais c'est quand même comme ça qu'on l'a considéré. Donc Lindelof, en fait, il est apparu vraiment comme l'auteur de Lost à partir du moment où les gens étaient déçus par Lost et cherchaient un responsable. Donc Lindelof a expérimenté le rôle du showrunner à partir du moment où showrunner, c'est devenu presque une insulte. Et devenu important quand son compte Twitter, il a dû le fermer parce qu'il était assailli de messages incendiaires qui lui disaient très très souvent d'ailleurs à peu près la même idée, c'est « tu m'as volé 6 années de ma vie, maintenant rends-les-moi. Tu m'as pris 6 années de ma vie, rends-les-moi. » Ça allait très loin puisque j'ai le souvenir, j'ai jamais retrouvé l'émission où il en parle, mais je suis sûr qu'il y a une émission où il en parle, ou alors si je l'ai inventé, c'est encore plus fou, qu'il avait... une expérience très très spéciale, c'était qu'il était en train de rouler en voiture à Los Angeles et il écoutait la radio, il écoutait Howard Stern. Et Howard Stern, dans l'émission de radio, a commencé à dire « Eh dis donc, Damon Lindelof, si tu m'écoutes, il est en train d'écouter. Je t'ai donné 6 années de ma vie, rends-les-moi. » Et c'était un truc très étrange parce que cette idée que il avait pris 6 années de la vie des gens, c'est-à-dire que ces personnes-là donc considéraient que les 40 minutes qui passaient sur Lost
20 semaines de l'année, c'était équivalent à toute l'année. C'était très étrange. Alors, c'est parce qu'ils y pensaient beaucoup, c'est parce qu'ils aimaient beaucoup, etc. Mais alors, l'idée que, je sais pas, tu vois, est-ce que alors on pourrait dire tant de choses nous ont pris tant d'années de notre vie. On va voir proviseur d'un lycée dans lequel on est passé. Dis donc, tu m'as pris 18 années de ma vie, rends-les-moi. Non, mais c'était très étrange. Donc en fait, Lindelof est arrivé vraiment en tant que tel. C'est là comme ça qu'il est apparu. Il est apparu comme aussi une figure contestée. Une figure extrêmement contestée. Comment dire, une sorte de le showrunner déceptif. Le showrunner auquel on attribue des qualités qu'il n'a peut-être pas, ou sinon on lui attribue des défauts qu'il n'a peut-être pas non plus. Donc il y a eu l'expérience de Lost. Sur Leftovers, c'est très différent parce que c'est un très grand succès critique. Mais ça reste une série de niche. HBO, ils ont voulu l'annuler au bout de 2 saisons. Ça rapportait pas assez d'argent. S'ils ont fait une 3e saison, c'est qu'il y a des fans qui ont fait qui ont quasiment occupé le bas des studios pendant des semaines, déguisés en Guilty Remnants, alors qu'en haut, ils négociaient. Et au début, ils étaient partis en disant, on va pas le faire. Et puis, bon, ils ont vu qu'il y avait des gros fans, etc. Il y avait vraiment des campagnes Twitter et compagnie. Gardez The Leftovers, on a encore une saison. Et donc, très curieusement, il y a finalement eu cette 3e saison qui était si différente en plus des deux précédentes. Et là, on arrive sur Watchmen, c'est que 3 séries. C'est 3 séries qui sont très cohérentes les unes par rapport aux autres, mais c'est que 3 séries. Parce que tout le reste de ce qu'a fait Lindelof, c'est juste du travail de consultant, vraiment, mais consultant tâcheron. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas un seul scénar de film dont on peut dire que ça vient d'une idée à lui ou machin. C'est vraiment, il arrive en dernier recours, il vient faire un peu de couture. Ça se voit notamment sur Alien. En fait, Prometheus, on lui reprochait beaucoup de choses, et après, quand on a vu Alien Covenant, on a bien vu qu'en fait, voilà, c'était pas forcément lui qui était en cause. Ben non, Prometheus, je crois qu'il a travaillé une après-midi dessus. Enfin bon, peut-être une après-midi très dense. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question, mais on va dire que Lindelof, en fait, ce qui aujourd'hui, à ce jour, le définit vraiment, c'est Lost et c'est Leftovers, et c'est déjà un petit peu Watchmen. Mais c'est parce que, déjà, entre Lost et Leftovers, on a pu reconnaître des choses qui pourraient apparaître comme des signatures de Lindelof. C'est-à-dire que c'est un showrunner qui a une énorme personnalité. C'est ça qu'on a repéré. C'est que sur ces séries-là, sa personnalité qui apparaît à la fois dans des méthodes d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une manière de faire des flashbacks propres à Lindelof ou de raconter l'histoire d'un personnage à travers des flashbacks propres à Lindelof. Il y a des détails de récits ou des événements symboliques qui sont vraiment des signatures de Lindelof aussi. Des obsessions. Des obsessions, mais des manières de les rédiger. Comment dire, une espèce un style qui est le style de la parabole. C'est à mi-chemin entre le style des textes sacrés, mais aussi Kafka. Et on a ça, pour prendre un exemple simple, il y en a plein dans The Leftovers. Mais dans Watchmen, quelque chose qui est une pure signature de Lindelof, c'est dans les épisodes 3, Laurie qui raconte sa blague. La blague de Laurie, le coup de téléphone à Dr Manhattan, on m'aurait pas dit que c'était Lindelof, je l'aurais trouvé. Je plaisante pas. C'est vraiment un style. C'est-à-dire même la première, le truc un peu raté, quand on a le père qui construit son barbecue et il reste une brique. Il sait pas qu'est-ce qu'elle fout là, cette brique. Ça, c'est un truc qu'on a très souvent chez Lindelof. Dans The Leftovers, on a plein d'histoires comme ça. On a un moment où Kevin perd un bagel. Il met un bagel dans le four à micro-ondes. Et puis il rouvre, il n'y a pas le bagel, il s'énerve sur le bagel. Et puis il avait même jusqu'à demander à la maire de la ville, qui partage les mêmes locaux, hein, il lui dit, tu m'as piqué mon bagel? Et ça l'énerve, elle dit, va te faire foutre, Kevin. C'est comme si c'était un truc qui lui était courant, qui lui était systématique, de perdre des choses, de se demander où elles sont. C'est toutes ces espèces de trucs qui font des failles dans la réalité, qui font des failles dans le courant. Il dessine très bien un quotidien, et il y a un problème au milieu. Ce problème-là, au spectateur de décider, au personnage de décider si c'est symboliquement important ou si c'est juste une aberration. Tu vas le remplir comme tu veux, mais ça revient sans cesse. C'est ce petit récit-là, ce système de petits récits est vraiment quelque chose comme une signature de Lindelof. On trouve dans Lost, on trouve dans The Leftovers, on trouve déjà dans Watchmen. Dès le début de Watchmen, on retrouve ces signatures-là. Malgré les critiques qu'il a pu avoir sur Lost, Damon Lindelof part du principe que l'œuvre n'a pas de sens
ce n'est qu'entertainment et ne porte pas de message plus profond. Et ce, au risque d'être clivante sur des questions raciales ou de genre, par exemple. Ah oui, tu penses à quoi? À Watchmen. C'est particulier, c'est-à-dire qu'on voit bien que Lindelof, il a toujours eu envie d'écrire pour les Noirs. Je sais pas comment dire ça. Non, mais je pense que tu as raison. C'est-à-dire que dans Lost, il n'a pas vraiment pu. C'était pas Lost, ça fonctionnait pas très bien, mais ils avaient ce personnage de Monsieur Echo qui était très intéressant. Et le truc, c'est que l'acteur, par contre, qui était génial, mais c'est un Anglais et il supportait pas Hawaï. Donc il a arrêté au bout d'une saison. Mais il pouvait pas. Mais sinon, Monsieur Echo était un personnage qu'il avait envie de développer. Il avait vraiment envie de développer ce personnage-là. Et quand on arrive dans The Leftovers, dès la 2e saison, on a une famille de Noirs américains. Pour contrer la famille, enfin pas pour contrer, mais pour faire contraste ou pour changer. Et puis, c'est à ce moment-là où il en a parlé, où il a dit, comment dire, tout le problème, c'est le problème de la légitimité. Et en fait, ce qui intéresse Lindelof, au-delà de la question, ou à côté de la question d'écrire sur des questions de genre ou des questions d'origine, c'est d'expérimenter la question de la légitimité. Et en fait, écrire pour des Noirs quand on est blanc, il y a un problème de légitimité. Et c'est ça qui le stimule. C'est-à-dire se dire, je suis sur un terrain où je suis probablement pas légitime. Et est-ce que ça va fonctionner quand même? Donc du coup, évidemment, il est accompagné par des scénaristes qui sont noirs. Il le met à l'épreuve de personnes qui peuvent lui dire, il lit les bouquins d'histoire et tout ça. C'est assez merveilleux de voir qu'il a fallu attendre quasiment Watchmen pour qu'on mette en scène des épisodes vraiment très importants dans l'histoire des Noirs aux États-Unis, comme le massacre de Tulsa. Ouais, complètement. Ou comme le moment où les Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, ont envoyé des tracts pour dire aux Noirs, mais vous battez pas avec les Américains, et c'est pas vos amis. Vous avez pas d'acte il n'y a pas de patriotisme à avoir là-dedans. Donc ça, c'est dire en fait que c'est des questions qui l'ont vraiment obsédé et qu'il a voulu les traiter correctement. Et ça, on peut retrouver ça dans ces différentes séries, mais la question de la légitimité, elle va se retrouver à différents niveaux, c'est-à-dire qu'elle va être thématisée aussi pour ces personnages. C'est-à-dire que dans Lost, le gardien de l'île, le protecteur de l'île, c'est évidemment un protecteur par défaut. C'est-à-dire que Jacob, non seulement c'est pas le vrai fils de mère qui gardait l'île, mais c'était même pas le faux fils préféré. C'était son frère qui devait être le gardien de l'île. Le frère, il a dit merde, et donc ça va être Jacob. Puis ensuite, il y a la question de Jack. Jack, il est le chef des rescapés par défaut. C'est parce que c'est le médecin, c'est parce que c'est le mec héroïque, c'est aussi parce que c'est le type qui ressemble le plus à un Américain moyen, classique, etc. Mais fondamentalement, toute la question va être le remplacement de Jacob, et finalement le chef par défaut qui va être choisi, c'est Hurley. Hurley est vraiment aussi sur le mode du chef par défaut. Et tous les personnages sont en fait dans des questions de légitimité. Il y a des questions de rapport des enfants aux parents, et des questions de légitimité qui sont des légitimités à la fois en termes de capacité, de qualification, et aussi en termes de légitimité par rapport à un historique, une histoire. L'autre élément qui va dans ce sens, c'est que Lindelof, s'il est stimulé là-dessus, là où ça se voit, c'est qu'il va travailler sur une série d'un mec qui s'appelle Alan Moore, et qui veut pas qu'on adapte ses bandes dessinées en série, et qui grosso modo lui a c'était le pire quand il a su qu'il allait faire ça, comme il a fait à tout le monde, au point que Lindelof dans une interview a dit qu'il pense que Alan Moore lui a lancé un mauvais sort, qu'il a fait. Oui, c'est la légende. Et ça, c'est quelque chose qui le stimule beaucoup, parce qu'en même temps, en étant un espèce de showrunner illégitime, mais ce qui est déjà dans Lost, parce que Lost, il est une chef par défaut. Normalement, ça devait être la série d'Abrams. Et en fait, Abrams, il a fait un épisode et il a tout filé à Lindelof en disant, tu sais quoi, j'ai Mission Impossible 3 à réaliser, j'ai pas le temps de faire cette série, elle est à toi, vas-y, tu vas y arriver. L'autre, voilà. Donc, tout le truc, c'est devenu une poétique pour Lindelof. Une poétique de la question de l'illégitimité à reprendre quelque chose. Et en même temps, par rapport à ça, il y a des stratégies. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus d'être un lèche-cul. Si on est un lèche-cul, on double son illégitimité, ou en tout cas, on la compense par un truc pleurnichard. Et c'est pour ça que justement la série Watchmen, pour autant que ce soit un projet casse-gueule, finalement ça passe plutôt bien, en tout cas jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, je voulais dire justement, par rapport aux questions clivantes, c'est un peu la même chose finalement sur la religion.
Lost et The Leftovers portent beaucoup sur la volonté de croire ou non en quelque chose de supérieur. Ouais. C'est un peu le duel Jack Locke pour Lost et Matt Kevin pour The Leftovers. Là où Watchmen propose d'emblée un monde qui a déjà rencontré Dieu et qui a été abandonné par lui, et cherche à tout prix à lui passer un coup de téléphone. Comment une telle société, particulièrement une société attachée à la religion comme aux États-Unis, peut-elle se relever de ça, et qu'est-ce que ça peut raconter de la société occidentale en 2019 ? Alors, il y a plein de choses dans cette question. Ouais, je sais. Le rapport au religieux est complexe. Hein. C'est-à-dire qu'autant Lost, on peut dire, c'est une série qui assume intégralement sa foi dans la tradition primordiale, plus que dans la religion, la tradition primordiale. Puisque fondamentalement, ce que Lost met en place, c'est l'idée qu'il y a bien une source unique à la base de tout. C'est une source spirituelle unique. Elle est représentée dans le cœur de l'île par cette lumière qui est au cœur de l'île et qui est protégée par une étendue d'eau et que le gardien de l'île doit garder. Cette lumière-là, etc., c'est l'existence spirituelle. Après, le nom qu'elle prend, dans Lost, ils disent pas qu'il y en a un qui est plus juste que l'autre. Et quand Jack retrouve son père dans le monde de manifestations subtiles, dans une espèce de chapelle, on a les différentes religions qui sont toutes représentées sur les vitraux pour dire, bon, bah, il y a plein d'images possibles de cette source unique. Mais Lost est clairement une série qui met en scène un monde qui est spirituellement nourri, qui est nourri par la spiritualité. The Leftovers, non. The Leftovers, fondamentalement, c'est le résultat d'une crise. C'est-à-dire que Matt perd la foi. C'est fait de façon extrêmement étrange. C'est fait parce que Dieu se fait manger par un lion. Mais c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas du tout, ça amène pas du tout à la même type d'idée. Dans Lost, la divinité, on peut dire, ce serait la lumière. Il y a Jacob qui la protège, etc. Dans The Leftovers, il y a la mise en danger du rapport au religieux. Il y a du surnaturel. Ça n'enlève absolument pas le surnaturel. Il y a un autre monde. Mais par contre, le Dieu auquel au moins un des personnages croit, à un moment prend une forme, et cette forme, c'est celle d'un gros connard. Un très gros connard. On pense que le prêtre ne va pas croire que ce gros connard, c'est vraiment Dieu. Mais au bout d'un moment, si. C'est forcément à lui qu'il parle. Le mec se fait bouffer par un lion, et le prêtre se tourne vers le spectateur et dit, c'est de ce mec dont je vous parlais. C'est très spécial, hein. Et après, on reparle plus de Dieu. On reparle plus de Dieu. Il y a un côté, on n'en parle plus. Et dans Watchmen, il y a un côté, les gars, on va pas parler de Dieu. Parce qu'il y a ces scènes, quand même, qui est très, très spéciale. Le matin, petit déjeuner, avec les enfants qui s'engueulent sur le fait de savoir si Jude est allé au ciel ou pas. Et où le père arrive et il dit, alors, le ciel n'existe pas. C'est très spécial, hein. Ouais, c'est très, très spécial. C'est très sec, hein. Ça se demande. Moi, du coup, je me suis posé la question, si mon gosse il me pose la question, qu'est-ce que je réponds, quoi. Et ouais, c'est chaud comme question quand même. Bah, surtout que autant on pourrait dire qu'il y a une forme d'agression à imposer aux enfants une croyance qu'ils n'auraient pas forcément naturellement. Il y a aussi une forme de violence à leur imposer une non-croyance qu'ils n'auraient pas. C'est compliqué, ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup de ça dans The Watchmen. Dans Watchmen, il va beaucoup jouer avec... on est d'accord qu'il y a une forme qui est cool. Si on la pousse un peu trop loin, est-ce qu'elle est toujours cool? C'est presque un truc à la South Park, hein. Ouais, c'est presque un truc à la South Park. C'est presque une logique à la South Park. Par exemple, les raids dans les espèces de camps de pecno, de redneck. Ok, ces mecs sont des petits blancs racistes et tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment pas sympa, quoi. On peut pas être du côté des flics à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant que le personnage de Sister Night n'intervient pas à ce moment-là. Malgré que le fait, oui, d'habitude, elle aime bien taper dessus. Mais là, comme elle sait que c'est pas légitime. Elle intervient, elle casse la gueule à un mec. Ouais, mais par légitime défense, là. Oui, avant, elle dit ce serait mieux de pas intervenir. Voilà, elle dit que c'est pas. Par deux fois, elle le dit, il faut pas le faire. Ouais, tout à fait. C'est un personnage qui est beaucoup plus tempéré par rapport au monde dans lequel elle est. Aux autres, bien sûr. Mais sinon, de toute façon, elle serait insupportable au spectateur. Oui. Parce que, en fait, le monde qui est présenté est supposé être, on va dire, le résultat fâcheux d'une utopie extraordinaire. C'est le monde dans lequel on aimerait être. Et en fait, même ce monde dans lequel on aimerait être, il va avoir des conséquences probablement, néfastes, problématiques. Et quant à la question de Dieu, dans Watchmen, oui, j'entends bien que Dr Manhattan, d'une certaine façon, est un dieu. Mais le vrai truc, c'est le conte de Laurie.
C'est là où encore c'est du Lindelof pur. C'est quand elle fait le truc avec les super-héros qui se présentent à Dieu. Qui se présentent à Dieu et Dieu qui les envoie en enfer. Et à la fin, Laurie qui arrive, elle est la fille qui a jeté la brique au ciel et Dieu va en enfer. Ouais. Dieu meurt et va en enfer. Il y a un truc, il y a une affirmation beaucoup plus violente encore que dans The Leftovers, mais qui est dans la suite de The Leftovers. C'est qu'on peut dire que Lindelof a connu un peu son paradis avec Lost. Il était dans un purgatoire avec Leftovers, et j'ai l'impression qu'on va dans son inferno avec Watchmen. C'est une série quand même très sombre jusqu'à présent. On n'a que 4 épisodes. C'est pas non plus l'hémoglobine. Hein, non, mais c'est vrai que thématiquement c'est dark. C'est dark, c'est assez peu joyeux. On n'a pas trop envie d'y être en fait dans ce monde-là. Alors que ce serait Robert Redford président et puis ce serait assez écolo. Et puis les Noirs ont pu créer une vraie bourgeoisie aux États-Unis, etc. Mais quand même, il y a un truc sombre. Alors ma dernière question, c'est The Leftovers. Si on laisse de côté le message du dernier épisode qui finit notamment sur le constat que le monde ne s'est pas arrêté, et la question No What, ironiquement, beaucoup de fans de Watchmen auraient préféré ne pas avoir la suite ou le No What, mais rester dans l'expectative. Que penses-tu de ce pari de Lindelof d'aller raconter la suite à une histoire vieille de plus de 30 ans ? Il y a plein de choses. Parce qu'il y a plein de, comme tu disais tout à l'heure, il y a un problème de légitimité, et puis il y a plein de fans qui auraient préféré qu'il n'y ait jamais de suite. Et a fortiori, pour l'instant, visiblement, ça a l'air de plaire au plus grand nombre en tout cas. Pour synthétiser un peu la question, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que Damon Lindelof, parce que moi, c'est vrai que je suis pas un grand fan en particulier, mais qu'est-ce qui fait... Je sais, l'ami, je sais. mais qu'est-ce qui fait que, selon toi, il a réussi ce tour de force, finalement, de s'emparer de Watchmen? Lindelof, il a ce truc extrêmement étrange, qu'il aime d'abord beaucoup se mettre en danger, que c'est un type extrêmement cultivé pour un mec de série télé. Hein. Je veux dire, c'est un très gros littéraire, et c'est aussi un mec qui est nourri de tout ce qui pourrait être travaux sur la religion, etc., mais qui a aussi une énorme culture de comics. Énorme. Ouais, c'est vrai. Et Alan Moore a toujours été pour lui une très grosse référence. Il n'est pas le seul, hein. Joss Whedon, c'est pareil. Bien sûr. Mais il y a ce truc de... Face à un défi de ce genre-là, au bout d'un moment, c'est pas raisonnable de passer son chemin. C'est-à-dire que c'est une rencontre un peu avec le destin aussi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a... il y a très peu de chances pour qu'un sujet original de Damon Lindelof aujourd'hui puisse intéresser une chaîne au point de lui confier une série avec un gros budget, des grands acteurs, etc. Mais pour quelque chose qu'une télé veut faire et qu'il lui propose. Mais on est dans la même configuration que Lynch avec Twin Peaks saison 3. Lynch, il fait Twin Peaks saison 3. Bien sûr qu'il a envie de faire Twin Peaks saison 3. Mais avant, il avait envie de faire un film. Et il n'y a personne qui a voulu produire son film. Il voulait faire le truc sur les antilopes. Même les antilopes ont cessé de venir là, ou je ne sais plus quand on cessé d'y aller. Enfin, il a un projet de film avec un titre très bizarre qui est évoqué dans son autobiographie et il a cherché des producteurs pour le faire, etc. Personne ne voulait le faire. Par contre, les chaînes voulaient faire Twin Peaks saison 3. Bon, Lynch, à un moment, il va faire Twin Peaks saison 3. Twin Peaks saison 3, il va mettre tout ce qu'il veut dedans. Parce que Twin Peaks saison 3, c'est quand même pour lui. Et Lindelof, il doit y avoir un truc un peu pareil. C'est-à-dire que, je spécule, hein, ça se trouve, il va dire « This guy is full of shit. I wanted to do that. » Non mais, moi je pense que Lindelof, il veut faire ses trucs. Il veut aller explorer ses projets. Parce que ça ne vous a pas échappé que le Watchmen original d'Alan Moore ne parle pas de la condition des Noirs aux États-Unis. C'est vraiment c'est le dernier de ses préoccupations. Or, à mon avis, dans The Leftovers, déjà, on le voit avec la famille Murphys, Lindelof, il avait envie de faire un truc sur les Noirs. Donc, il a ses envies à lui, et puis il a l'envie de la chaîne, qui est de faire un Watchmen. Et il fait se rencontrer les deux. À mon avis, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, dans le Watchmen de Lindelof, il y a le Watchmen de la chaîne, et il y a la série de Lindelof. Exactement. Et les deux font un tout. Et donc, il arrive, en plus, peut-être à faire même ces moments de... Ces effets géniaux, ou ces moments de grâce, sur des moments où il s'empare complètement
de l'univers de Watchmen, mais comme s'il s'emparait de la Bible ou comme s'il s'emparait de la Bhagavad Gita. C'est-à-dire qu'il en a fait un texte sacré, des personnages archétypes qui peut convoquer vraiment, mais comme on convoque un truc connu de tous. Et c'est le moment où Laurie fait sa blague et qu'elle dit trois super-héros vont au ciel. Bon, ça, c'est formidable parce que les personnes qui regardent ça, ils voient très bien qui sont Night Owl, Ozymandias, Dr Manhattan, mais à ce moment-là, c'est comme si elle prenait, c'est la même chose que si elle disait, je sais pas quoi, Napoléon va au ciel. On les considère désormais comme des mythes qu'on va utiliser pour raconter une histoire nouvelle, un problème nouveau. Je pense que le problème d'Alan Moore, par exemple, n'est pas la question du rapport ambivalent à la divinité. Ça, c'est vraiment un truc de Lindelof, surtout dans The Leftovers, où, d'ailleurs, à juste titre, on comparait les récits de Matt Jamison à des livres de Job ou à des espèces d'explorations sur le livre de Job. C'est une sorte de livre de Job où, à la fin, finalement, l'homme dit merde à Dieu, parce que tu m'en as trop fait subir, maintenant ça suffit, et donc je fais plus copain avec toi. Mais là, on a la continuité de ça, avec le moment où on dit, Dieu va en enfer. Et on a ces éléments-là qui rentrent en jeu, et à mon avis, ce qui fait l'originalité en fait de cette série Watchmen, et ce qui fait probablement un enjeu pour les fans de Watchmen. Ça, je dois avouer que je sais pas, parce que je suis plus un fan de Lindelof qu'un fan de Moore. J'aime beaucoup Watchmen, mais moi ton credo, c'est mon amour, c'est Lindelof. Donc c'est comme, mettons, si on me posait la question sur je sais pas quoi, Dune et Lynch, non, c'est un mauvais exemple parce que c'est vraiment un ratage. Non, mais tu vois ce que je veux dire, mais ça, Sailor et Lula. Tout à fait. En tant que fan de Barry Gifford, qu'est-ce que tu en fais? En tant que fan de Lynch, qu'est-ce que tu en fais? Moi, je suis un fan vraiment de Lindelof, donc je vois dans le Watchmen de Lindelof la suite de l'œuvre de Lindelof. Mais je peux comprendre qu'un fan d'Alan Moore puisse être stimulé parce que, pour une fois, on le prend au sérieux. On considère que sa bande dessinée, elle est d'un tel niveau, comment dire, elle existe tellement qu'on peut la reconvoquer d'une autre façon. Exactement. Et qu'on n'a pas besoin de te la re-raconter comme un idiot. Exactement. C'est-à-dire que ce qui est un truc très difficile, on considère quand tu commences le Watchmen, la série, que tu connais très bien la bande dessinée. Exactement. Et que donc, les petites allusions, tu les choperas tout de suite. Ça, le lecteur de Watchmen, il est content. Parce qu'il se dit, putain, ils vont pas me re-raconter Ozymandias, parce que ça, c'est bon, j'ai ma dose. C'est le truc, ce serait l'erreur qu'il n'a pas faite. Celle de s'adresser à un spectateur qui ne connaisse pas. Il a décidé que le spectateur, il connaissait. Exactement. C'est là où il en fait des êtres mythologiques. C'est-à-dire que tu expliques pas à un spectateur qui est Napoléon. Tu vas pas lui expliquer non plus qui est Ozymandias. Tu considères qu'il sait déjà qui est Ozymandias. Il aime ou pas, mais il sait qui c'est. Et donc tout est comme ça. Donc du coup, là, le lecteur de Watchmen, il peut dire, je suis pas pris pour un con. Après, ce que ça va raconter, c'est cohérent par rapport à Watchmen, à mon avis, mais on en est qu'au 4e épisode, mais c'est aussi cohérent par rapport à ce que fait Lindelof. Il y a une rencontre des deux. Et ce qui serait formidable, c'est, moi, à ce moment-là, c'est de dire, bon, après, est-ce que Lindelof va adapter, je sais pas quoi, Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Parce que tu vois, dans ce genre-là, il peut vraiment faire un truc avec Hyde 50 ans après, ou il peut tout prendre d'une autre façon. Il arrive à se réapproprier ces personnages-là, et là où c'est cohérent avec Watchmen, dernière chose, j'ai un esprit d'escalier. C'est que Moore a fait ça toute sa vie, avant de l'interdire aux autres. C'est qu'il a fait ça toute sa vie. Exactement, c'est vrai. C'est qu'il a jamais cessé de dire, vous reprenez pas mes œuvres, vous êtes des salauds, c'est moi qui les ai écrites, etc. Et puis voilà, il a fait ça, on peut dire, il a fait ça dans les Lost Girls, il a fait ça abondamment. Donc en gros, en plus, Lindelof se permet de se réapproprier une œuvre d'un auteur qui n'a cessé de se réapproprier les œuvres des autres de la même façon, en disant, avec ces œuvres-là, je vais raconter ce qui m'intéresse moi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est pour ça que oui. Merci beaucoup Pacôme pour cet entretien très intéressant. Et puis du coup, je laisse reprendre Manu le podcast d'une manière normale. Eh bien, merci Guigui pour cette très bonne interview et merci à Pacôme. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Je vous renvoie, si vous êtes fan de Damon Lindelof, à After Watchmen, comme je disais juste dans le lancement, et également au podcast Lost que nous avons sorti au mois d'octobre, pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté. Bonne écoute, bonne semaine, et à bientôt.